séquence 2, on va avoir des images de l'architecture, de l'innovation partagée, avec le premier témoignage de Max Castro, compagnie de Falsbourg, et d'Anouk Legendre, dans l'autre sens, dit-on. Voilà. Et puis après, je présenterai nos deux architectes, et ça sera ensuite la séquence 3, où vous pourrez vous libérer de ce fardeau de rétention de questions qui doit vous peser. Bonjour, Anouk Legendre, architecte l'agence XTU. Donc on travaille ensemble avec Max Castro sur ce projet justement, et puis sur d'autres aussi. Donc chez XTU, on essaie à chaque projet de faire des innovations, comme ça on fait des pas en avant, comme ça la fois d'après, ça devient des choses acquises, si on a pu les vérifier. Et dans différents domaines. Donc je vais donner 3 grands exemples. Le premier exemple, donc, c'est avec le projet Nuage, c'est comment on dénorme le logement et comment on fait une expérience là-dessus. Le deuxième, c'est comment on revoit le process de la construction de A jusqu'à Z. Et troisième expérience, comment on change les technologies. Alors le premier projet, donc c'est celui-là, donc c'est le projet Nuage, donc pour la compagnie Falsbourg. C'était, vous le voyez en bas, un immeuble de bureau, donc avec une grande profondeur, 22 mètres de profondeur, ce qui pour du logement est très profond. 3,20 mètres sous plafond à l'intérieur, donc des beaux volumes, mais inadaptés pour le logement. Et donc voilà, avec la compagnie, on s'est dit qu'on allait profiter de ces proportions particulières des plateaux et de cette inadaptation foncière à faire du logement traditionnel pour faire une expérience. On peut avancer. Comment je fais ? Voilà. Donc c'est à nouveau le projet. Donc on a changé la forme du bâtiment. On a fait remonter des surfaces qui étaient dans le sous-sol. On les a remis à l'extérieur. On a accroché ces boîtes sur l'extérieur et on en a fait un nuage. Alors ce projet, il s'appelle un projet nuage parce qu'effectivement il y a un nuage de boîtes comme ça. Il y a aussi une façade nuageuse. Mais en fait son grand truc, c'est que c'est un nuage créatif. Voilà. En fait, on va faire un projet avec des façades aux normes thermiques, tout très bien comme il faut. On va faire des lots avec des capacités. On peut faire dedans, effectivement, dans tous, un T2 normé avec la salle de bain qui va bien, tout avec toutes les bonnes dimensions, etc. Simplement, ils sont un peu plus grands que ce qu'il y aurait d'habitude. Et on va vendre en blanc, finalement, ces lots. Et finalement, c'est pas l'architecte qui va faire le projet à la fin, le projet intérieur. C'est aux habitants d'inventer différentes solutions pour habiter. Parce que dans un immeuble de 22 mètres de profondeur, alors que d'habitude le logement c'est 14, forcément il faut inventer d'autres méthodes pour y arriver. Et en fait c'est intéressant parce que maintenant on va pouvoir faire peut-être une campagne de photos, un reportage, pour voir comment les habitants, comment les différents architectes de chaque habitant ont pu résoudre ce problème qui leur a été laissé, donné, comment habiter dans 11 mètres de profondeur. Et comment faire un truc sympathique. Image suivante. Donc on a un exemple, par exemple ce logement. Donc il est construit sur toute la profondeur et ces chambres, par exemple, sont... il y a celui-là, il y en a d'autres, où les chambres sont en second jour. Non, pardon. Ils sont en second jour dans l'espace et finalement c'est très agréable. On a l'impression d'être dans un super hôtel. C'est vachement bien. Et voilà, donc c'est pour dire que même les salles de bain, elles ne sont pas obligées d'avoir les dimensions qu'on a d'habitude. La séparation, l'intérieur, extérieur de la salle de bain n'est pas obligée de s'arrêter au même endroit, etc. Voilà, on peut faire, si on visite cet immeuble, on va voir 130, 170 130 expériences de logement, toutes différentes. 130 solutions inédites inventées par les habitants pour finalement pour habiter autrement. Et tout très bien. Image suivante. Deuxième projet présenté, c'est le projet TED à Strasbourg. Donc l'objectif c'était de faire une tour de logement à énergie positive au prix du marché. Le prix du marché à Strasbourg, c'est pas très cher. Là, en l'occurrence, c'est 1350 € le mètre carré. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est quand même pas beaucoup pour faire de l'énergie positive avec des capteurs solaires partout sur la façade. Donc, image suivante.
Donc, comme on peut le voir donc, dans ce bâtiment, donc, il y a des capteurs solaires. Là, vous voyez tout ce qui est noir, en fait, c'est du capteur. Et sur la façade sud qu'on va voir après, image suivante, c'est tout du capteur solaire. Donc, comment on fait pour faire ça au prix du marché? Forcément, on est obligé de revoir un peu les standards de tout, parce que normalement, au prix du marché, on n'a aucun capteur solaire, ou juste un peu sur le toit. En tout cas, on n'en a pas sur toutes les façades et sous le toit. Donc, comment on fait? On revoit le processus, on repense l'ensemble du processus. Premièrement, on a un client. Notre client, c'est pas un promoteur. Notre client, c'est un maître d'œuvre. C'est l'ingénieur, notre ingénieur. Donc, c'est notre partenaire. Donc, on a enlevé une couche du process. On a enlevé le promoteur. Pas tout à fait encore l'investisseur, excuse-moi. Mais bon, voilà, il faut tenter des expériences. Donc, deuxièmement, puisqu'on était ensemble avec un ingénieur, l'ingénieur, il a réfléchi à différentes solutions. On a revu le temps du chantier. C'est important, le temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Comment on fait pour faire un chantier plus rapide? Comment gagner sur le temps global et même sur les calculs? Donc, dans ce projet, par exemple, on n'a fait aucune intégration de réseau en étude. Il n'y a rien dans les planchers en béton, il n'y a rien dans les murs. En fait, il y a des faux planchers et tout se fait à sec une fois que le chantier est monté. Ça veut dire qu'on monte tout très rapidement, en calculant très peu. Et très vite, on a un chantier à sec où les ouvriers peuvent venir travailler. Ça fait gagner beaucoup de temps et ça fait gagner beaucoup d'argent. Troisième chose, on a repensé toutes les dimensions du bâtiment. Les dimensions, elles sont normées. Là, vous voyez, déjà, avec notre faux plancher, on a des hauteurs de dalle à dalle qui sont beaucoup plus importantes que d'habitude. C'est non standard. Mais on a repensé aussi les autres dimensions des bâtiments. Tout a été repensé suivant les standards qui sortent de l'usine. Le rouleau la tôle de façade qui va servir pour faire la façade, elle a une largeur standard. Au lieu de faire des cassettes à la dimension qui nous plaît bien, on a fait toutes les dimensions du bâtiment à la largeur de ce qui sort de l'usine. Comme ça, il n'y a aucune chute, il n'y a aucune découpe, il n'y a aucune transformation. Voilà, on a dénormé les dimensions. Pareil, les capteurs solaires, les standards les plus performants, je suis désolée, ils ne sont pas faits pour le bâtiment, ils sont faits pour l'industrie. Donc on s'est mis aux standards de l'industrie. Et voilà. Et dernier point, par exemple, le concept du balcon. Le balcon, d'habitude, il faut 1,50 m pour pouvoir tourner quand on est handicapé, etc. Là, on a des balcons de 50 cm. Qui servent en fait d'accès aux capteurs solaires. Et par contre, on a une grande baie vitrée, image suivante, qui s'ouvre complètement, ce qui fait que en fait, le logement devient une grande loggia et finalement, on n'a plus de balcon, c'est un faux balcon, et on a un appartement loggia. Donc, on a inventé une sorte d'hybride qui fait qu'on a pu contourner la réglementation et ça nous a fait gagner beaucoup d'argent. Voilà. Et dernière chose, on a mis à profit l'usager, on a mis à contribution l'usager pour obtenir le résultat. Et finalement, c'est lui qui récupère, quand il a bien travaillé, il récupère 700 € par an, en plus du fait qu'il n'a aucune facture d'électricité à payer. Image suivante. Et en plus, il a un grand local sur le toit de 150 m² où il peut faire des fêtes avec ses voisins. Voilà. On peut aussi changer les technologies. Ouais, je vais aller vite. Excuse-moi, Max. On peut aussi changer les technologies. En fait, le grand truc d'Ixtu, que développe Ixtu depuis plusieurs années, c'est les façades à microalgues. Ça va vous paraître un peu bizarre. En fait, c'est un sort de capteur solaire biologique de demain où on cultive des microalgues à l'intérieur de double vitrage dans les façades. On a gagné Réinventer Paris avec cette technologie. C'était un des projets innovants au point de vue technologique. Et bien voilà, on est en train de le faire. On s'est heurté à des contraintes réglementaires. On a un capteur solaire qui fait des échanges thermiques, qui récupère de la chaleur et qui va l'évacuer. Donc il fonctionne comme un capteur solaire thermique, bien qu'il produise des microalgues en même temps. Et la réglementation nous demande d'avoir en plus des capteurs solaires, parce que la réglementation ne prévoyait pas qu'un jour, il y aurait des capteurs solaires biologiques. Ça n'existait pas. Donc, on est obligé d'avoir ceinture et bretelles. Voilà. Donc, c'est vrai que la nouvelle réglementation, on en salue la création, serait bien utile dans ce cas-là. Mais le permis de construire, il est antérieur, donc on ne peut pas faire ça. Voilà. Et voilà. Ce que je voulais dire, le dernier point, justement, sur cet exemple,
c'est que finalement, on veut tous de l'innovation. Les élus, les maîtres d'ouvrage, les SEM, les aménageurs, tout le monde veut de l'innovation. Par contre, personne ne se rend compte que l'innovation, c'est pas de la sécurité. Et on nous demande l'innovation avec toute la sécurité d'un truc qui aurait 30 ans d'âge. C'est pas vrai, c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, on fait cette opération, on est obligé de s'engager pour cultiver cette façade pendant 20 ans, avec un prix de revient, avec un loyer garanti, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune entreprise en France qui louerait un bail dans ces conditions-là. Tout le monde prendrait du 369. Nous, on nous demande la sécurité sur 20 ans. Et bien voilà. Je suis très content que tu aies fini sur la question de la sécurité. C'est Agnès Vince qui en a parlé. La question de l'innovation, la question de ce que vous essayez de faire, c'est la question de la prise de risque. Nous, on a un avantage, la compagnie Felsbourg, c'est qu'on n'est pas promoteur, on est investisseur. Alors j'aurais voulu raconter un peu la différence entre les deux, mais pour faire très simple, la promotion, c'est de la finance appliquée à un produit qui est immobilier, mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi. L'investissement, ce que vous construisez, la qualité de ce que vous construisez crée de la valeur dans le temps. Et nous, on dit toujours, pourquoi on peut dépenser un peu plus sur de l'architecture? Parce qu'on garde nos bâtiments et que ce qu'on a mis en plus au début est de la valeur supplémentaire à la fin. C'est complètement différent de la promotion immobilière où chaque euro que vous dépensez en plus, c'est moins de rentabilité pour vous et pour vos actionnaires. Donc je dis ça, on a un avantage. Après, je vais pouvoir un peu dire du mal d'autres promoteurs parce qu'il n'y en a pas. Donc c'est pas mal. Pour moi, il y a la première grande question, c'est que le plus important pour nous, investisseurs, et qui aujourd'hui investissons énormément en France pour faire des grands projets, c'est le lien entre l'innovation architecturale et l'innovation immobilière. Si vous voulez bien revenir au tout début de la présentation d'Anouk, puisque je me repose sur son travail, c'est qu'on a pu faire ce projet et la qualité, on a pu produire cette qualité architecturale aussi parce qu'on a eu l'opportunité de faire une innovation immobilière, c'est-à-dire qu'on a négocié avec la ville de Paris et avec la mairie du 13e arrondissement de ne pas avoir de logements sociaux en échange d'un engagement de vendre 20% en dessous du prix du marché. Aujourd'hui, les logements qu'on vend dans ce bâtiment sont vendus en dessous de 8 000 € du mètre moyen, ce qui, pour certains d'entre vous qui cherchent peut-être un appartement en ce moment dans Paris, est absolument... c'est très 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 bas. Il y a 2 maisons de ville qu'on vient de livrer. Bref, et effectivement, on a aussi pu, étrangement, on a pu faire beaucoup plus de choses parce que c'était une rénovation et pas parce que c'était un bâtiment neuf. Donc pourquoi on a pu vendre brut à finir? Parce que c'est une rénovation. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une VFA, une vente en état de futur achèvement, et vendre un immeuble brut. Vous n'avez pas le droit de le faire. Ce qui est très dommage selon nous, parce qu'on est dans l'ère du do-it-yourself, il y a des tutoriels pour tout faire sur Internet, avec les risques que ça comporte, mais néanmoins, si vous dites à des gens qu'ils peuvent acheter leur logement 1 000 € de moins du mètre carré, mais qu'ils peuvent le finir eux-mêmes, je suis sûr que ça ouvre un marché très important. Nous, on a pu faire plus de choses. Et d'ailleurs, tous nos projets où on peut faire le plus de choses, c'est les projets de réhabilitation ou de rénovation, parce qu'on n'est pas tenu par les règles, on est juste tenu d'améliorer. Et par exemple, on fait un projet, on réhabilite une tour de logement social à Vigneux, qui n'est pas l'endroit le plus facile, dans le 91. Mais comme c'est une tour des années 60, assez belle d'ailleurs, on fait un projet extrêmement ambitieux. On n'est pas tenu d'appliquer la loi PMR, on n'est pas tenu d'appliquer toute la réglementation incendie, on est juste tenu d'améliorer l'existant. Et ça, finalement, ça nous offre beaucoup plus de liberté que sur le logement neuf. Et je voulais dire, nous, il y a si j'ai encore une minute, c'est... 1 minute 27. Bon, je fais le maximum. Tout ce dont vous parlez, selon moi, répond à un constat, c'est la faiblesse de la production par les privés depuis 50 ans, de la qualité architecturale des projets qui ont été produits. Je dis ça, je veux dire, la France a été dévastée par les promoteurs immobiliers. Vraiment. Non, mais vraiment. Non, mais non. Et aujourd'hui, il y a un mouvement, je pense, formidable qui a été initié par Réinventer Paris, et c'est pour ça que c'était très bien qu'Anouk finisse sur son projet de Réinventer Paris. Ce qu'a fait la ville de Paris avec Réinventer Paris, c'est qu'elle a remis comme obligation aux privés de faire la ville, pas seulement de faire de l'argent, pas seulement de faire de la rentabilité, et pas seulement de rapporter de la charge foncière aux villes. Ils ont changé, ils ont inversé les normes. Et je pense qu'il y a un truc historique dans lequel nous, on prend beaucoup de plaisir à s'engager dans le marché, et on bénéficie de ça parce que le regard a changé sur ce que doit être le promoteur immobilier ou le développeur immobilier, c'est qu'il y a un transfert, j'avais mis compétence, mais c'est pas de compétence, c'est de responsabilité du public vers le privé. Le public n'a plus les moyens d'appliquer la même politique de la ville qu'il avait avant, il demande au privé de le porter, et finalement, je pense que les conséquences de ça sont très bonnes. Les projets de Réinventer Paris sont très bons. Des villes comme Angers, comme Toulouse, comme Tours, aujourd'hui, font des appels à projets innovants qui vont déboucher sur des projets extrêmement intéressants. Et je voulais dire que, donc, on vous remercie du travail que vous faites. Et nous, on est très contents de suivre dans la brèche que vous ouvrez. Donc, merci beaucoup.
Merci pour ces propos rafraîchissants. Donc on va terminer la séquence 2 avec 2 autres témoignages de 2 architectes qui vont nous expliquer, donc Hub Architects, Thomas Dantec et Raphaël Masson, pourquoi ils sont venus tout seuls sans maître d'ouvrage alors que la règle du jeu c'était de partager l'innovation avec son client. Bonsoir, donc Raphaël Masson, Thomas Dantec de l'agence Hub Architects à Paris. On vous présente une des applications de la loi LCAP article 2 qui a été ouverte par l'AMI, organisée par les EPA, Grand Paris Aménagement, Euro Méditerranée et Bordeaux Métropole. Le projet est né un tout petit peu avant, en janvier 2017. À l'époque, on a répondu à un appel à idées pour le logement innovant qui a été initié par 2 SEM de Besançon. Les 2 principes qu'on a développés à l'époque, c'était une double approche d'un projet social qui cherchait à explorer des nouvelles formes d'habitat intermédiaire qui marieraient les qualités de l'habitat individuel et du logement collectif d'une part, et un projet environnemental à droite qui chercherait à mettre en œuvre une conception bioclimatique qui favoriserait des dispositifs qui seraient gratuits, passifs, qui ne nécessiteraient pas d'équipements techniques coûteux et coûteux également en maintenance. Donc ces 2 principes-là ont pris la forme sur la slide suivante d'une recherche, d'une réinterprétation sur un type de logement qu'on retrouve assez classiquement, qui est le plot de logement, qu'on a proposé donc de fragmenter, d'éclater, pour trouver des espaces interstitiels qui seraient qui favoriseraient des espaces en plus pour les logements, dans cette idée d'individualisation du logement collectif. Et de 2, qui, à droite, favoriserait une conception bioclimatique d'une enveloppe qui réagirait de manière différenciée entre un confort d'été qui permettrait une ventilation naturelle très abondante et un confort d'hiver qui, lui, favoriserait une compacité de l'enveloppe bâtie. Donc c'est des dispositifs assez classiques, mais qui, dans une forme un peu nouvelle. Donc ce concept sur la slide suivante, on le voit sur le plan qui est un tout petit peu écrasé, normalement c'est un carré, prend la forme d'un bâtiment qui est à la fois épais et fin, et donc bénéficie des qualités des 2 types d'un bâtiment à la fois très collectif, mais qui présente des logements individualisés. La condition du fonctionnement de cette enveloppe bioclimatique était la création au centre du dispositif spatial d'une trémie toute hauteur qui permettrait donc, comme une tour des vents traditionnelle réinterprétée, qui permettrait une ventilation très abondante l'été et qui l'hiver favoriserait un espace un espace bioclimatique couvert à l'abri des vents, un espace social pour les habitants. Voilà, malheureusement le projet n'a pas forcément abouti, étant donné qu'on s'est confronté à une réglementation qui est la réglementation incendie, qui en l'état aujourd'hui n'autorise pas la création de trémies entre les différents niveaux d'un bâtiment de logement. Alors on avait discuté à l'époque avec les 2 SEM. Elles étaient plutôt réticentes à prendre le risque d'une discussion parfois complexe avec les services incendie. Mais néanmoins, on a continué l'expérimentation, on a continué nos recherches. Ouais, en effet, c'est un projet auquel on croyait et où on avait eu de bons échos de la part de CSM et par ailleurs. Et donc, il a connu un second souffle en décembre 2017, au moment du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt de la part des EPA. Donc, nous, en l'occurrence, plutôt avec Grand Paris Aménagement. Et sur la slide suivante, on a, à ce moment-là, élargi un peu notre vision. Et on s'est rendu compte, évidemment, que les Suédois, les Danois, les Néerlandais, les Suisses réussissaient à ouvrir des trémies dans leur circulation commune sur des bâtiments comparables aux nôtres, à savoir la 3e famille A ou la 3e famille B dans le classement réglementaire incendie. Et effectivement,
l'image qui est là, elle est peut-être pour certains un peu banale, mais pour nous, c'est un rêve. Vous parlez tout à l'heure, Agnès Vince, d'un rêve d'enfant. Et ben pour nous, c'est un rêve d'enfant de pouvoir ouvrir des espaces collectifs comme ça. Et ben en France, on n'a pas le droit. Donc ici un exemple en Suède, slide suivante s'il vous plaît, un exemple en Suisse avec donc des escaliers de secours qui donnent dans cet endroit. Donc c'est un peu une hérésie pour un pompier français, cette chose-là, c'est d'évacuer les gens par un endroit qui n'est pas sécurisé au sens du feu. Mais la doctrine suisse, en l'occurrence, est différente. Elle n'invite pas les gens à descendre et à sortir du bâtiment, elle les invite à rester chez eux parce qu'on va renforcer le degré coupe-feu des parois du logement pour que vous puissiez rester chez vous un temps très long afin que les pompiers puissent venir intervenir chez vous. Donc finalement, c'est là où on voit l'équivalence de résultats quelque part. C'est-à-dire que les gens restent néanmoins en sécurité chez eux. Alors, slide suivante, s'il vous plaît, merci. On était d'autant plus frustrés que ces questions de parties communes éclairées, qui communiquent entre elles, elle a existé en France, alors avant 1955, qui est la première loi sur la réglementation incendie, qui faisait 8 pages à l'époque, en 1955. Donc c'était un grand confort pour les architectes de l'époque. Elle a existé et nous, on l'a pratiquée quotidiennement dans des immeubles parisiens, les immeubles haussmanniens, qui bénéficiaient donc de cet espace ouvert qui était un lieu de sociabilité finalement, enfin qui est toujours un lieu de sociabilité aujourd'hui dans les immeubles parisiens. Et enfin, slide suivante, oui. Donc on est parti, comme vous disiez tout à l'heure, donc nous on est dans le cadre du permis d'innover, on est parti dans une recherche exploratoire sur tout un tas de versions qui nous permettaient de ne pas déroger, mais qui perdaient beaucoup de qualité autre. Et la qualité architecturale, le problème c'est qu'elle ne se quantifie pas. Là quand on discute avec des pompiers, si vous voulez, on n'arrive pas à mettre des chiffres en face de la qualité des parties communes d'un bâtiment de logement. C'est quelque chose qui est très compliqué. Et en réalité, on s'est aussi heurté, ou en tout cas, on a eu depuis plusieurs discussions avec plusieurs bureaux de contrôle, plusieurs spécialistes de l'incendie, et c'est interprétatif, c'est-à-dire qu'à chacun son interprétation, à chacun ses contraintes. Et bon, à l'époque, on avait mis en place 2 dispositifs très simples dans le bâtiment qui consistaient à comment tu appelles ça ? Contenir les fumées et, à travers des écrans de cantonnement et un dispositif d'exutoire asservi. Et je laisse Thomas. Donc à la présentation de ce dossier-là, on a été très content d'être lauréat de l'AMI organisé par les EPA. Et Grand Paris Aménagement donc, nous suit aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce concept qui trouve désormais son application à Évry-Courcouronnes. Si on peut passer sur la slide suivante, merci. Alors la première de nos réactions a été de s'entourer définitivement d'un bureau d'études techniques, sécurité incendie, en l'occurrence Casso et Associés, qui sont reconnus sur la place parisienne, et qui nous ont produit une très bonne discussion avec eux, et ils ont imaginé des dispositifs qui n'étaient pas du tout ceux qu'on avait imaginés au tout début. Donc c'était intéressant de discuter de ça avec eux. On a par exemple discuté d'escaliers à la new-yorkaise, de choses qui permettent d'évacuer, mais de façon différente qu'aujourd'hui. Les conclusions sont plutôt positives, donc, et on continue la discussion avec eux. On a ce dossier avec nous et on a en parallèle expérimenté la mise en place du concept d'habitat intermédiaire dans le cadre de la ZAC Canal Europe, donc à Évry-Courcouronnes, un OIN, donc porte sud du Grand Paris, soutenu très fortement par Grand Paris Aménagement, qu'on remercie, et également par Nexity. Donc on a trouvé le porteur du projet, non pas hier, mais la semaine dernière. En réalité, ça a été annoncé, donc slide suivante, au MIPIM, comme l'une des expérimentations du Grand Paris. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on espère de pouvoir rapidement mettre en œuvre cette innovation à la fois sur la typologie du logement et sur une conception bioclimatique un peu nouvelle. Voilà, merci beaucoup. Merci bien.